tous et bienvenue dans Jump, le podcast de ceux qui, comme moi, veulent faire le grand saut dans l'entrepreneuriat. Moi, c'est Sarah Pouchet, jeune trentenaire partie voyager à la rencontre d'entrepreneurs et à la recherche d'une idée de business. Comme plusieurs d'entre vous m'ont posé la question, je profite de cet épisode pour vous donner quelques nouvelles à titre personnel. Je suis donc de retour à Paris depuis 1 mois et je commence à travailler sur un projet dont j'espère pouvoir vous parler très prochainement. C'est aussi pour cela qu'il y a un peu moins de podcasts en ce moment. Cependant, cette semaine, j'ai eu la chance de recevoir Julien Khaled, cofondateur de Made.com, que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent. Ce que vous ne savez peut-être pas en revanche, c'est que 9 ans après sa création, Made est aujourd'hui le leader européen du meuble sur Internet, avec 200 millions de chiffre d'affaires et encore 40 millions levés l'année dernière. C'était donc un grand honneur pour moi de recevoir Julien, qui nous a parlé sans tabou des débuts de cette aventure, des difficultés à gérer la croissance fulgurante de sa boîte et de sa décision de la quitter il y a 2 ans. L'épisode est bien sûr truffé de précieux conseils aux futurs entrepreneurs. Je vous laisse donc le découvrir sans plus attendre. Et bien sûr, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire autour de vous et sur iTunes. Bonne écoute. Bonjour Julien. Salut Sarah. Bienvenue dans Jump. Merci. Alors Julien, on est ici pour parler de l'aventure de Made.com. Est-ce que tu peux me raconter comment tu es devenu entrepreneur ? Oh là là, on a combien de temps ? Tout le temps que tu veux. Made.com, c'est une longue aventure. Hein. Ça fait, on a lancé ça il y a 9 ans. Plus précisément, on a ouvert notre site internet le 21 mars 2010 à Londres. Qu'est-ce que c'est ? On a plein de façons de le décrire, hein. Mais une des façons les plus simples, c'est qu'on est une des premières marques direct to consumer de mobilier et design, donc différenciant et qualitatif, en ligne, et aujourd'hui européenne. On s'est lancé sur un constat qui était assez simple en termes de marché, hein, il y a 10 ans. T'as 25, 30, 35, 40 ans, t'as envie de t'acheter une table basse parce que t'as besoin de t'acheter une table basse, t'as un besoin fonctionnel. On avait des copains suédois qui faisaient très bien leur boulot. Le marché était bien occupé, était bien efficace. On pouvait trouver une table de coin à 9 € qui était même pas moche. Mais dès que tu voulais quelque chose d'un petit peu mieux, un peu plus qualitatif, t'avais pas grand chose, quoi. C'était soit très qualitatif, très beau, très cher, soit tu tombais dans le milieu de gamme. Et milieu de gamme, c'était, sans les citer, c'était très souvent soit très moche, soit très peu qualitatif, et surtout, tout le monde vendait la même chose. Parce que ça faisait 10 ans que les 20 années précédentes de l'industrie, l'innovation dans l'industrie du mobilier sur les années précédentes, c'était faire moins cher et faire loin, fabriquer dans des pays à bas coût. Mais il n'y avait aucune innovation en termes de développement de produits, et tout était relativement moche. Et comment tu t'es rendu compte de ça ? On connaissait l'industrie. Parce que toi, tu faisais du private equity, si j'ai bien compris, en sortant d'école. Ça, c'était mon deuxième métier, ma deuxième expérience professionnelle. Donc, j'ai fait HEC, et moi, ma première expérience professionnelle, par hasard, je dis souvent par erreur, mais belle erreur, je suis tombé dans le meuble. J'ai fait HEC. HEC dernière année, tu te spécialises, entre guillemets. J'ai fait ce qu'on appelle spécialisation entrepreneur. On est dans le sujet. Et on avait un stage de 3 mois à faire en bras droit d'un dirigeant d'entreprise. Et moi, je suis allé bosser pour un petit fonds d'investissement. Mais dans leur participation, ils avaient racheté une société qui faisait de l'importation de meubles. Et j'ai découvert le métier. Et j'ai découvert qu'effectivement, le problème de cette industrie, il était assez simple. Alors déjà, premièrement, à l'époque, et ça c'était il y a 12 ans, à l'époque, le marché du mobilier était déjà en crise. J'ai l'impression qu'il est toujours en crise. En fait, le problème, c'est que le marché du mobilier standard, milieu de gamme, est toujours en crise. Mais surtout, quand tu regardais les economics, on va se faire un truc assez simple. T'as acheté une table basse, $50 en usine, ça te coûtait en tout, prix de revient 50 € à ton entrepôt en France parce que tu rajoutais tes coûts de shipping. Nous, on était wholesaler, on était importateur. On le revendait à 100 au magasin qui allait le revendre entre 200 plus TVA et 400 plus TVA. Donc, t'as un vrai problème. Ça allait de temps en temps jusqu'à x10 le multiple, hein, entre le prix usine et le prix magasin. Mais malgré ça, tout le monde perdait du pognon. Les importateurs n'arrivaient pas à vivre, les magasins n'arrivaient pas à vivre, les designers n'arrivaient pas à vivre parce que personne donnait l'argent. Il y avait trop d'intermédiaires et puis il y avait trop d'intermédiaires. Les gens voulaient pas payer et le marché était pas, la supply chain n'était pas optimum. La façon dont c'était géré était pas optimum. Cependant, tu avais besoin d'intermédiaires.
Donc nous, on a regardé ce métier, on s'est dit, pour les consommateurs, ça marche pas, pour l'industrie, ça marche pas, tout est moche, on est parfaite target audience, on a un petit peu de sous, on a nos premiers boulots, et nous, on n'arrive pas à trouver ce qui nous plaît, et on comprend pas pourquoi ça fonctionne pas. Et on a revisité l'industrie. On s'est dit, il y a 2 problèmes. Premièrement, tout est moche, et pas assez quali. Deuxièmement, tout est trop cher. Est-ce qu'il n'y a pas une façon d'aller re-engineer la façon dont les meubles sont développés et vendus en partant d'une feuille blanche? Et le modèle original de Made, qui a un tout petit peu évolué, même si ça n'a pas évolué dans le fond, c'était de te dire, on va aller développer nous-mêmes avec des designers indépendants à qui on ne donne pas leur chance du mobilier. Il sera plus beau et plus quali que le reste parce qu'on va y investir beaucoup de temps. On va se focaliser sur quelques collections et pas des milliers. Et on va les prévendre. Et on s'était dit, on va les prévendre. Moi, ma table, on va prendre un canapé. Moi, le canapé, je vais pas le vendre 1000 balles, je vais le vendre 500 balles. Je vais le prévendre. Je pourrais le vendre 500 balles parce que j'aurais pas de coût d'intermédiaire. Moi, je connais très bien mon métier, j'ai pas besoin de trader. J'aurais pas besoin d'importateur parce que je ferai des quantités et j'achèterai en direct aux usines. Donc, je peux le vendre 500 balles. Donc, c'était vraiment grâce à cette expérience que tu avais déjà eue dans le meuble et cette connaissance du marché que tu as eu la confiance de te lancer sur ce projet. Ouais, je pense qu'il faut 2 choses. On rentre dans les conseils tout de suite. On dit souvent, généralement, on donne souvent le deuxième conseil qui est de te dire pour réussir dans un métier et sur une industrie, c'est bien de pas être expert. Parce que si tu es expert, tu fais les choses comme tout le monde et comme tu l'as toujours fait. Et typiquement, moi, je me suis rendu compte récemment que chez Made, pendant les 2 premières années, on n'a pas recruté d'experts. On n'a pas, on n'avait pas une directrice produit qui avait 20 ans d'expérience, quoi. Ça, c'est arrivé plus tard, qui avait 20 ans d'expérience dans le sujet. Parce que si tu veux lancer des collections toutes les semaines, nous on lançait une collection par semaine, puis 2, puis 3, puis 4, mais toutes les semaines, et on développait des collections en 3 à 6 mois, alors que l'industrie c'était plutôt 1 à 2 ans. Si tu veux le faire comme ça, faut pas que tu recrutes des mecs qui ont l'habitude de bosser en 1 à 2 ans. Si tu veux être super cheap et super efficace, super cost efficient, tu peux pas recruter des bailleurs professionnels qui ont l'habitude de partir en business et d'avoir 3 assistants. C'est pas un reproche. Donc il fallait, tu dois recruter des gens qui sont out of the box. Tu dois regarder ton industrie d'une façon différente, c'est ce qu'on a fait. Et on est allé dans l'industrie sur laquelle tout le monde nous disait ne jamais aller. Tu vois, la livraison de meubles en ligne, c'est une tannée. Et malheureusement, c'est une tannée. Pourquoi c'est une tannée? Parce que tu as de la logistique, tu as de la livraison à domicile. C'est très chiant comme sujet. Ça devrait être une commodities, mais voilà. Et on y est quand même allé parce qu'on s'est dit qu'on allait réussir. Donc il faut avoir cette logique out of the box. Cependant, si tu connais pas ton marché, tu ne sauras pas où aller tirer les ficelles, tu vas te planter sur ta qualité, tu vas te planter sur ton sourcing, tu vas perdre 2 ans. Donc faut pas être expert, mais il faut être expert. Il faut s'y connaître, ou il faut recruter les gens qui s'y connaissent, et c'est comme dans tout. Si tu veux gérer ton marketing online dans ta boîte, t'as pas besoin d'être expert, mais c'est mieux si tu t'y connais, parce que même si tu bosses avec une agence, faut savoir comment elle fonctionne. Si tu veux, si tu fais de la vente online, même si aujourd'hui avec Shopify on est tous assez contents, il faut quand même comprendre comment ça fonctionne, sinon ton CTO va te baratiner en 4 secondes. Et tu dis donc puisque vous étiez 3 associés. Comment vous vous êtes rencontrés et comment ça s'est mis en place au début votre Alors association? on était 4, on était 3 execs, Ning, Chloé et moi-même, et un non-exec qui s'appelait Brent Oberman, qui était le fondateur de Last Minute. On s'est rencontrés comment? Ning, c'était un pote de promo. C'est un très bon pote de promo qui avait lancé une première boîte auparavant qui s'appelait MyFab, qu'on avait failli lancer ensemble. J'avais pas suivi, mais j'avais bien suivi son histoire. Qui était un peu une proof of concept du côté client sur ce marché-là, qui était un peu moins une proof of concept au final du côté opérationnel, mais c'est dur d'être les premiers. Et Brent était un entrepreneur assez réputé, est toujours un entrepreneur assez réputé en Angleterre, et Chloé travaillait avec Brent à l'époque. Et on connaissait le marché, il regardait le marché, c'était et c'est toujours une très bonne association. C'est pas un projet qu'on aurait pu. J'ai plein de débats sur est-ce que tu montes ta boîte tout seul ou à plusieurs. On peut en parler, mais en tout cas sur celui-là, c'est pas un projet qu'on aurait pu lancer tout seul. C'est impossible. Il y avait trop de choses à faire, quoi. Et en combien de temps, à peu près, vous avez décidé de vous lancer entre le moment où vous avez commencé à avoir ces insights, à brainstormer sur le projet, et le moment où, ça y est, vous avez lancé le site internet? Je pense qu'on a mis 3 mois à décider. J'ai mis 1 mois à démissionner de mon boulot.
Donc, j'avais d'abord bossé dans cette boîte de mobilier, puis j'en étais parti. J'avais bossé, mon deuxième boulot était pour un fonds de private equity, mais en tant qu'investisseur. Et là, décembre 2009, je crois qu'on top dans la main en novembre. En décembre, je démissionne. On commence tous à bosser dessus. En janvier, en décembre, on recrute une assistante pour nous aider sur le sourcing. En janvier, on recrute un designer, produit. Février, notre directeur tech, notre directrice graphique pour le site. Et le 21 mars 2010, le 2 février, je prends mon Eurostar pour Londres, One Way. Et le 21 mars, on lance le site avec un site internet qui t'expliquait qu'on faisait du direct from factories, no middleman, produits originaux. Une super campagne marketing, je rigole parce que c'était un peu une catastrophe, où on avait des mannequins nus, parce qu'on pensait que c'était original et intelligent. Mais on avait envie de faire les choses un peu différemment. Et on vendait 2 produits. On avait un site qui vendait la Oliver Table, qui était une table en pin et un set de chaises en alu. Et on s'est lancé. Et la semaine suivante, on avait 2 produits plus 4 tables basses. Donc on en avait 6. Puis on a rajouté la semaine suivante une collection de lampes. Et on s'est construit au fur et à mesure. Et à quoi ça ressemblait alors les tout débuts de l'aventure Made? Qui faisait quoi? Est-ce que ça a tout de suite pris? Est-ce que vous aviez de la traction, comme on dit, sur le site tout de suite? C'est plein de sujets. Alors, à quoi ça ressemblait? C'était un joyeux foutoir où tout le monde courait dans tous les sens, mais où finalement on était quand même assez organisé, on connaissait notre boulot et même si on le découvre, on a découvert beaucoup de choses sur le tas. Comment est-ce qu'on s'est organisé? Ça, c'est une bonne question. Quand tu t'associes, c'est un mix de choses qui sont assez évidentes. Voilà mes skills, voilà les tiennes. Et c'est un mix de je m'assois autour d'une table. Nous, ça nous est arrivé. On s'est assis, on s'est dit, bon, tu veux faire quoi? Et c'est à la fois une question de compétences, d'historique, et puis de ce que tu sais faire, quoi. Et moi, je me suis occupé de ce qu'on appelle l'opérationnel, qui veut tout ou rien dire en fonction des boîtes, mais qui était qu'est-ce qu'on fabrique, tu vois, quelle table, quelle chaise, qu'est-ce qu'on vend, est-ce qu'on la vend, comment on la price, comment on la source, avec quel designer, la supply, les achats, la logistique, le service client et le back-end. Comment tu fais, le back-end informatique, comment tu fais tourner tout ça. Tu t'y connaissais en back-end? Alors moi, je m'y connaissais en certains, je m'y connaissais pas du tout en d'autres. J'avais développé du produit. Et pendant 2 ans, dans cette première boîte, j'ai appris à le faire, à fonctionner avec des usines. J'ai fait les erreurs. J'ai fait mes erreurs et j'ai appris ce métier avec l'argent des autres, quoi. Et donc derrière, tu t'y connais plus que 99% de la planète parce que tu connais un peu ton boulot. La supply chain internationale, ce qui veut dire acheter des produits à l'étranger et les déplacer, il n'y a rien de plus simple, ça c'est une commodité. Les achats et savoir quoi acheter, comment que... Alors, pour moi, c'est le truc le plus simple du monde. Enfin, c'est compliqué, mais c'est beaucoup de bon sens et d'analyse. Ça paraît très compliqué pour d'autres personnes, donc ça, je ne sais pas dire. Le service client, la logistique, les partenaires avec lesquels bosser, mettre en place tout ton système de back-end, non, je ne l'avais jamais fait. Mais c'est un mix de bon sens, d'être très dans le détail et surtout, ça on se rend compte au fur et à mesure, d'être capable d'anticiper les next moves de ta boîte dans les 3-4 prochaines années. Parce que tu vas mettre en place des process qui vont être compliqués qui vont avoir de l'impact sur le long terme. Ouais, qui vont être compliqués à faire évoluer. Et comment ça se passait avec les acteurs du secteur, les professionnels que vous rencontriez? Vous étiez donc tous les 4, toi tu avais une petite expérience dedans, mais globalement vous arriviez vers j'imagine des gens qui avaient 20 ans de métier, ils voyaient débarquer 4 petits jeunes, ils vous disaient Alors pas? ça dépend des mecs. Déjà on était en Angleterre, ils voyaient débarquer 3 petits Français qui montaient une boîte. La presse voulait pas vraiment nous parler parce qu'elle pensait qu'on allait faire quand tu vends du canapé je le fais souvent, je prends l'exemple du canapé à 500 balles, super design, qu'on te livre dans 3 mois. C'était l'origine du produit. Aujourd'hui, on est bien plus rapide, c'est une question de quelques semaines. Mais à l'origine, tu vois, c'était ça. C'est 3 Français qui lancent un site internet. Tu payes maintenant, t'es livré dans 3 mois, un produit qui paraît mieux que tout le monde et 2 fois moins cher. C'est un fait, quoi. Il y a un loup. Donc la presse avait un peu peur. Les designers pensaient qu'on allait faire des copies. On voulait pas bosser avec nous. Et en fait, on est parti de là. Après, t'en as un qui te fait confiance. Ça marche super bien avec lui. Et à la fin, 3 ans plus tard, on avait Living, etc. Décoration qui faisait des collections avec nous. C'était plus des articles. C'est qu'on a co-signé des collections. Et ça prend du temps. Tu dois construire ta crédibilité.
Est-ce qu'il y a eu un moment hyper difficile au début où vous avez failli tout arrêter et à l'inverse, un turning point où vous vous êtes dit c'est bon là, on y va? Il y a eu plein de moments difficiles. En fait, c'est marrant quand tu dis ça. Au début, je pense qu'il y a plus de moments à risque et de trucs très compliqués au début, mais c'est pas forcément les plus difficiles. Notre premier batch de produits est arrivé en retard, donc on savait très très bien qu'il fallait bosser comme des ânes là-dessus et qu'on a tous les efforts possibles pour que ça arrive en avance. Le deuxième s'est perdu dans la nature quand j'ai collé les mauvaises étiquettes de livraison sur 100 produits qui ont été livrés ou qui donc n'ont pas été livrés aux clients sans tracking. Quand ils sont arrivés, ils sont tous arrivés cassés. Enfin, on a eu n'importe quoi. On a eu plein de problèmes qui sont liés au démarrage d'une boîte et t'apprends. Mais c'est pas grave de faire une erreur. Ce qui est grave, c'est de la refaire 2 fois. Et ça te permet d'apprendre. Donc on a eu plein de problèmes. Mais les premières années, on va dire que la première année et demie, je le lis à toutes les boîtes que j'ai d'aujourd'hui, malheureusement, c'est la meilleure. Enfin, si tu take off un petit peu, et on peut débattre de ce que c'est que décoller. Hein. On n'a pas eu 1000 ventes le premier jour, on en a eu probablement 2, et c'était probablement... ta mère voilà, exactement. Et la mère de ton associé. On était à Londres, donc pas vraiment, mais c'était ça, quoi. Et puis le lendemain, on en a eu 0, puis 1, puis 2, mais quand tu décolles, et quand tu as un peu de traction, nous, on a eu une chance, c'est qu'on a levé de l'argent dès le début, donc on pouvait se payer, tu vois, on n'a pas mangé des pâtes pendant 4 ans à se demander s'il fallait pas fermer la boutique. Il y a eu un peu de traction, t'es excité. Donc les problèmes, tu deal with them. Le vrai problème, moi ce que j'ai découvert, et tu le vois dans toutes les boîtes que j'accompagne, c'est de scaler. C'est de trouver ton second souffle. Il y a des boîtes qui galèrent à trouver leur second souffle, et trouver la croissance, et puis gérer la croissance. Quand tu crois, ton challenge devient plus... Nous, notre premier challenge, c'était de prouver qu'on pouvait vendre. Après, c'était de livrer, d'avoir une belle expérience client. C'est les 2 moments de vente. Le premier moment de vente, c'est quand tu vends. Et le deuxième, c'est quand le client reçoit ton produit. C'est de scaler tes opérations. Puis derrière, tu as tes partenaires qui sont pas assez bons pour la suite de l'histoire. Après, c'est recruter les bonnes personnes, puis c'est bien les manager. Et puis le dernier challenge, c'est de continuer à innover quand tu as une boîte qui tourne. Mais il n'y a pas eu un seul moment où on s'est dit, enfin en tout cas pour moi, il y a plein de moments où les gens te font plein de compliments en disant que tu as la meilleure boîte du monde. Et toi, tu te dis, mais ils sont dingues. Moi, je pense qu'on peut aller dans le mur après-demain. Mais il n'y a pas de moment où tu as envie d'arrêter. Et donc, tu dis que vous aviez levé de l'argent tout de suite. Ouais. Comment vous avez fait pour lever, donc, si j'ai bien lu, 2,5 millions de livres? Alors ça, c'est une énorme chance d'avoir pu lever 2,5 millions. Un, parce que sur notre business, on n'a pas le choix. On a trop de métiers à la fois. Et 2, parce que la grosse différence entre lever en millions tout de suite et lever moins ou pas, c'est que tu peux te recruter une équipe et tu gagnes 2 ans. Le problème, c'est que j'allais dire, aujourd'hui, ça arrive. On peut lever 2,5 millions sur le papier, mais c'est pas vrai. Le problème, c'est que ça arrive de temps en temps. Et d'ailleurs, j'ai des entrepreneurs qui galèrent pendant 2 ans pour lever quelques centaines de cas. Et en fait, ça, c'est la vraie vie, hein, c'est normal. Hein. On a tendance à beaucoup mettre en avant les 3 réussites qui cartonnent. Nous, on avait une chance, c'est qu'on avait 2 second-time founders. On était sur un marché énorme qui n'avait pas encore été disrupté. On avait un beau business model et un beau business plan. Et on avait 2 second-time founders qui étaient donc proven entrepreneurs. Et on était solide, en tout cas, c'était pas prouvé encore, mais sur le papier, on était solide. Et un VC, n'en déplaise aux VC qui nous écoutent, mais c'est pas une critique, c'est les gens te disent, les VC n'ont pas voulu me piler du pognon, ils m'ont dit que c'était trop risqué, et ils sont censés prendre des risques. Non, les VC, c'est des banquiers. Ils vont regarder le meilleur ratio potentiel de create a unicorn, même si ça, je pense qu'on va trop loin là. Et niveau de risque. Il y a plein d'argent sur le marché. Il y en a plein. Cependant, c'est dur de lever. Mais par contre, quand ils ont un dossier potentiel sur lequel ils pensent que l'équipe est très solide, c'est beaucoup plus simple. Et avec ces 2,5 millions, donc tu dis que vous avez recruté une équipe dès le départ et vous avez aussi investi beaucoup en marketing, ou c'était plutôt de la production? Comment vous avez utilisé cet argent au départ? Nous, on était très radins, ce qui est une bonne chose. Moi, je pense qu'il faut lever plus de pognon que ce dont on a besoin, et il faut pas le dépenser. Donc on a dépensé en marketing, mais pas énormément. Alors déjà, ça nous a permis d'avoir une équipe de 8 quand on s'est lancé. Ça, c'était top.
Ça nous a permis de dealer avec tes problématiques de financement de ton stock sur tes premières commandes, sans avoir besoin de te poser la question de si tu as besoin d'aller à la banque qui jamais te rouvert la porte ou autre. Ça te permet de construire ton site. Monter un site internet, ça coûtait de l'argent. Et effectivement de dépenser un peu en marketing. Mais on le faisait de façon très... parcimonieuse. Exactement. C'est trop simple d'aller cramer tout ton pognon. Et nous, il fallait qu'on prouve notre modèle tout de suite. Enfin, au fur et à mesure. On a relevé de l'argent. Tu vois, on a relevé 7 millions en janvier 2012. Mais on n'avait pas cramé la moitié de ce qu'on avait déjà levé. Après, on a une beauté. Il y a une des beautés du modèle de Make.com, qui est qu'on a ce qu'on appelle un BFR négatif. Vous êtes payé avant de... Négatif, c'est positif d'avoir un BFR négatif. On est payé par nos clients avant de payer nos fournisseurs. Et tu parles d'une croissance qui a été très rapide et donc un peu difficile à gérer. Et tu dis, j'étais dans une interview notamment que j'ai vue, que vous avez dû un peu freiner cette croissance. Comment est-ce que tu fais pour freiner une croissance ? Ou est-ce que c'est une façon de parler ? Revenons dessus. La croissance est dure à gérer. Et alors un exemple parfait de ça, c'est mi-2011. Alors on faisait encore à l'époque de la croissance du mois au mois, quoi. Chaque mois était plus gros que le mois précédent. Mi-2011, on passe les 500 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, ce qui était gros, tu vois, pour une boîte qui n'a même pas un an et demi. On met un coup de pied au cul à notre agence marketing et là, paf, on accélère encore la croissance. Entre octobre et décembre 2011, en 2 mois, on double le chiffre d'affaires mensuel. Et entre décembre et janvier, on redouble. Donc on a fait x4 en 3 mois. C'était super. En janvier 2012, on était rentable. Et ça a duré 1 mois. Et tout a explosé en vol parce que à commencer par nos partenaires, les mecs ne pouvaient pas suivre. En termes de volume. Ouais, alors nos livreurs, qui bossaient pas qu'avec nous, mais qui étaient une boîte de livraison correcte, mais pas incroyable. On était en train de la changer, mais on l'avait pas encore fait. N'arrivaient pas à gérer les volumes, que ce soit les nôtres ou ceux de l'industrie, des soldes de janvier en Angleterre. Donc les trucs se perdaient. Nos équipes clients qui étaient bien staffées, on faisait vachement gaffe à ça. Tout d'un coup, quand tu quadruples ton volume et que tu as pas mal de volume de personnes qui sont pas livrées, tu vois. Eh ben non, on n'avait pas d'appel encore. On était censé avoir notre ligne téléphonique qui ouvrait 3 semaines plus tard. Et puis mon directeur logistique était en vacances. C'était génial. En fait, tu passes de répondre à un email en 30 minutes ou 1 heure en moyenne à 3 jours. Et donc là, t'exploses en vol. Puis tu fais plein de conneries. On a un peu quand tu essaies d'éteindre un feu, c'est là que c'est aussi très bien d'avoir de l'argent. C'est quand t'as pas besoin de te poser la question si tu as les sous d'aller rembourser ta livraison de tous tes clients qui t'appellent en disant qu'il y a un problème, c'est quand même hyper confort. Donc on n'a pas arrêté de croître, mais on a mis un tout petit peu le haut là sur les dépenses. On s'est surtout restaffé, staffé plutôt que restaffé. On était un peu trop lean, mais d'ailleurs on s'est staffé trop vite. J'ai fait 2 horaires de recrutement sur mon directeur logistique et puis service client en Angleterre. Tu vois les mecs 4 fois, t'es sûr de toi et tu te plantes parce que t'as pas eu le temps de trop les tester. Et on a mis un peu le haut là, on a changé de partenaire logistique. On pensait que ça allait, mais tout d'un coup, en mai, je me rappelle, quelques mois plus tard, tout se remet à brûler. Et on a mis 4 mois à bien mettre le bateau dans le bon sens. Et c'est d'ailleurs le moment où on s'est dit, maintenant qu'on s'est mis dans le bon sens, on est enfin capable de se projeter vers l'avant sur des grosses décisions, typiquement partir à l'international. Nous, notre board nous poussait, gentiment, on avait un super board, mais nous poussait à réfléchir à partir à l'international depuis le premier jour. Et on a toujours refusé parce qu'on c'était déjà assez compliqué de mettre en place ce qu'on mettait en place en Angleterre. On voulait pas se rajouter de risques. Mais on a décidé de lancer la France, qui était le pays naturel pour nous. On a lancé un showroom et on a mis en place plein de choses. Alors, on va revenir sur ces 2 points. Déjà, à la base, pourquoi vous êtes allé vous installer à Londres alors que vous étiez 3 Français ? Parce qu'on s'est associé avec Brent, qui était à Londres. Chloé était à Londres. La raison la plus évidente, c'est que la deuxième raison, j'allais commencer par le marché anglais. Le marché anglais était un marché qui est assez dynamique en termes d'innovation, moi je trouve, en termes d'innovation, en termes de marketing. La première fois que j'ai débarqué à Londres dans le métro, je trouvais que les pubs étaient super sharp, super intelligentes. Ça a beaucoup évolué à Paris récemment, mais les choses ont
Tu vois, la façon dont les produits, les services que tu voyais présenter, la façon de le présenter était assez innovant. Mais la raison principale, c'est que si tu veux lancer un business à l'international. Oui, donc vous aviez déjà cette optique quand vous avez. Si tu te lances en français, moi aujourd'hui, j'ai continué à halluciner de voir des mecs qui lancent. J'ai eu le débat hier soir, qui lancent des boîtes avec des noms français. Je vois, il y a plein de côtés positifs à ça, hein, mais des boîtes qui veulent partir à l'international, qui commencent avec un nom français et qui m'envoient un deck en français, je pige pas. Alors, je vais me faire engueuler en disant ça, parce qu'il y a des gens qui te diront, bah non, t'en fais un en anglais, t'en fais un en français. Non, tu fais tout en anglais direct. Si on avait commencé avec un système d'information rédigé en français, un back-office en français, des équipes françaises qui parlaient pas tout anglais, ça aurait été vachement plus compliqué. Et en ce qui concerne le showroom que tu mentionnais il y a quelques instants, c'est intéressant ce move qu'il y a sur pas mal d'INVB qui commencent online comme pure player et ensuite qui passent offline. Pourquoi en fait vous avez décidé de passer sur du brick and mortar? Et parce qu'on nous le demandait. On n'a pas réinventé le truc. Moi, je pense qu'on a reçu notre premier email qui demandait si on avait un showroom dans la première semaine de vente. Et tous les jours, on répondait à plusieurs clients en leur disant on n'a pas de showroom, c'est trop cher. À l'époque, on savait pas qu'on était une des premières DNVB, on savait pas ce que c'était qu'une DNVB. On a un business en ligne, c'est comme ça qu'on est moins cher, ce qui est assez faux parce que le marketing internet coûte très cher. Mais le e-commerce, c'est ce qui nous a permis de mettre en place un business efficace en termes de supply et donc moins cher. Et en plus, les mecs te disaient faut que tu aies un magasin parce que tu peux pas vendre du canapé si t'as pas de magasin parce qu'il faut s'asseoir dessus. 50% de nos ventes c'était des canapés. Donc qu'est-ce qu'on nous emmerdait avec un magasin? Et sauf qu'au bout d'un moment, quand tu as 10 personnes par jour qui te demandent un magasin, tu te poses la question. On a ouvert un showroom, mais avant d'ouvrir un showroom, on a aussi ouvert ce qu'on appelle un showroom virtuel c'était un site internet qui s'appelait Unboxed by Made où nos clients pouvaient uploader leurs photos de chez eux. Et donc tout d'un coup, nous qui avions une esthétique produit super clean avec que des produits shootés sur fond blanc, il n'y avait rien qui était en situation. Bah là tout d'un coup tu pouvais voir les produits chez les gens et à quoi ça ressemblait. Donc ça répondait à un des besoins des gens. Puis on s'est dit ils veulent un magasin. En fait ils veulent pas un magasin, ils veulent voir le produit. Donc on va lancer un showroom. Bon, on n'a pas l'argent, on n'a pas envie de le dépenser, donc on va faire ça dans nos bureaux, à l'étage d'au-dessus. On était au 5e étage dans un bureau à Notting Hill. On a pris le bureau du 9e, on a tout pété et on a fait un showroom. On a divisé l'espace en 10 sous-espaces et puis on avait des produits en dispo. Tu pouvais pas les acheter, hein, mais tu pouvais les voir. Et ça a cartonné. Et on n'avait aucune idée de ça allait marcher. Je le dis tout le temps, mais je crois que c'est la première décision de toute notre boîte. Et en tout cas, pendant des 7 années où j'ai été là, c'est la seule sur laquelle on a dû voter. Parce qu'on n'avait aucune idée si ça marcherait bien ou pas, et c'était compliqué à anticiper. T'as pas de ROI, t'as pas de retour sur investissement sur ton showroom que tu peux pricer avant de l'ouvrir, quoi. Et on l'a déplacé là à Londres aujourd'hui, là pignon sur rue. À Tottenham Court Road. À Tottenham Court Road, ouais. Et puis on en a 2 autres en Angleterre, plus des pop-up. On en a un à Paris maintenant, on en a un à Amsterdam, on en a un à Berlin. Ça fait partie du modèle de Made. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si tu fais du meuble, et ça marche très bien pour le meuble. Les mecs ont envie de te voir sur Pinterest et sur Instagram, ont envie de pouvoir regarder efficacement sur leur téléphone via notre app ou notre site internet à quoi ressemblent les produits, ont de temps en temps envie d'aller le voir en magasin, sont contents de te voir dans le métro et achètent sur leur ordinateur. Et si c'est ça dont les gens ont besoin, c'est ce que tu leur donnes. Et donc, il y a 2 ans, tu as décidé de quitter l'aventure de Made en 2017. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi ? Oui, bien sûr. Alors, nous, on était 3 fondateurs opérationnels. Les 3 aujourd'hui ont quitté leur poste opérationnel, tous les 3. La raison principale, c'est qu'on a une super équipe. On a une énorme chance, c'est qu'on a recruté au fur et à mesure, à partir du moment où on a arrêté d'être cheap, des gens meilleurs que nous. Donc, on a recruté des experts. Mais qui avaient un mindset innovant. Ouais, qui était capable de faire les choses différemment. Pourquoi on a fait ça ? C'est parce que tu finis par on était 100 personnes. Tu finis par manager plus que tu ne développes. Et nous, c'était notre première boîte. Et donc, manager, il fallait qu'on apprenne, on apprenait. Et manager des équipes en direct, c'est pas compliqué. Et soit t'es bon, soit t'es pas bon, mais nous, c'était pas compliqué. Manager tes managers, c'est déjà plus compliqué. Et puis, manager une organisation, ça prend du temps. Et donc, on a tous ces gens-là qui sont venus nous aider à structurer la boîte. Et la boîte était super bien gérée. Ton niveau de stress baisse énormément. Il devient différent.
il devient différent, ta qualité de vie monte et ton niveau de frustration monte aussi beaucoup. Moi, je suis passé d'une situation où tu gères quasiment tout, tu gères plein de trucs, tu prends toutes tes décisions, où c'est trop dur à vivre, mais à un truc où au final, tu as décidé de déléguer et de laisser faire, et c'est bien, tu mets en place une gouvernance qui est une bonne chose pour une entreprise, mais au bout d'un moment, quand tu as une super idée et que tu as envie de la mettre en place, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle est toujours bonne, mais que tu peux pas le faire, et qu'avant de le faire, tu vas devoir le vendre à 4 personnes, dont 2 mecs que tu n'as pas embauchés, et que ce sera mis dans la pile, et que ce sera peut-être jamais développé, c'est plutôt dur quand tu as un mindset d'entrepreneur. Et puis non, le troisième truc, c'est que nous, on avait donc cette chance-là, qui est que tu as rarement cette chance-là, hein, de pouvoir step down en termes d'opérationnel, de ne pas vendre tes parts, hein, de rester actionnaire, de tout garder dans une super relation de confiance avec une équipe qui gère ta boîte et qui la gère super bien. Et qui fait mieux que la gérer, qui la développe. Je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui se lancent aujourd'hui et qui s'imaginent qu'ils vont vendre leur boîte en 3 ans. Ça n'a jamais été le but, mais en fait, il y a un moment où tu t'assois, tu te dis, c'est pas 3 ans, mais c'est pas 5 ans. Hein. Souvent, c'est 10. Et d'avoir la chance de pouvoir voir ta boîte se développer et d'aller faire un truc en parallèle, c'est top. Donc ça, moi j'ai mis... On me demande souvent, est-ce que ça a été dur de prendre cette décision, comment... ça se prend pas en une journée. Hein. Moi, ça m'a mis 3 ans. Alors, pour finir cette interview, je pose toujours les 4 mêmes questions à mes invités. La première, alors tu en as déjà donné quelques-uns au début, mais est-ce que si tu avais un conseil aux aspirants entrepreneurs, quel serait-il ? Ouais, j'ai plein de conseils. Je vais en donner 2, si je peux. Le premier, c'est qu'il y a rien à réinventer. On s'imagine toujours qu'il faut inventer, il faut être technologiquement innovant. Tu vas inventer un service dont les mecs n'ont pas besoin et tu vas le créer. Faut revenir à la réalité. Nous, toutes les décisions qu'on a prises, que ce soit de lancer la boîte et ce service-là ou de tous les changements de business model qu'on a décidés, sont tous venus de feedback client. On arrête de se creuser la tête ou de faire de la masturbation intellectuelle, désolé, et on va demander aux gens ce dont ils ont besoin. Et donc c'est feedback client principal. Et l'autre conseil, c'est que aujourd'hui, si tu veux monter ta boîte, c'est formidable. Il y a plein d'argent. Il y a de l'argent, il y a des gens, il y a des talents, il y a plein de gens à embaucher. Mais il y a un truc qui est quand même vachement dur. Là, on est à Paris. Donc à Paris, c'est compliqué. Tu lances une boîte, tu as une nouvelle idée, tu as 5 personnes qui font la même chose. Et ça, c'est dur. Hein. C'est bien pour les clients, c'est dur pour les entrepreneurs. Et je pense que ça te pousse ça te force, et c'est très bien, à être différenciant. La chose principale d'une boîte, en plus de son équipe, c'est son USP, ton Unique Selling Point ou Proposition. C'est qu'est-ce qui fait que tu es différenciant par rapport à toute la concurrence. Si t'es pas différenciant, t'es mort. Récemment, j'ai vu 5 marques de bijoux. En une semaine. Hein. Ils viennent tous te voir, ils veulent des conseils, ils veulent que tu sois à leur board, etc., etc. Elles sont toutes super. Et elles te disent toutes qu'elles sont différenciantes. Et elles sont différenciantes un petit peu par rapport au marché, mais en fait, tout le monde fait la même chose. Mais si tu veux sortir du lot, tu dois raconter une vraie histoire à ton client, parce que ton client veut une histoire plus qu'un produit. Et 2, tu dois pas vendre la même chose que les voisins, parce que sinon, tu vas te battre en marketing. Est-ce qu'il y a un livre sur l'entrepreneuriat qui t'a particulièrement inspiré ? Moi, j'ai pas énormément de livres à conseiller. Je vais en citer 2 quand même. Mais moi, je conseillerais surtout, plus que des bouquins, d'aller, quand on a des questions, et même quand on n'a pas de questions, d'aller demander, d'aller s'entourer de gens bien. Ouais, j'ai eu une énorme chance d'avoir 1 des cofondateurs, 2 un cofondateur non exec, 3 beaucoup d'amis qui ont monté des boîtes en parallèle. En bouquin, t'en as un qui s'appelle A Complaint is a Gift. On revient sur la chose précédente, qui t'explique que ton client est une mine d'informations. Et t'en as un autre qui n'a rien à voir, mais si tu veux monter une boîte de produits, je l'ai lu récemment, c'est le bouquin de Phil Knight de Nike, Shoe Dog. Ah oui, Shoe Dog. C'est assez intéressant. Alors je ne sais pas si ça intéressera tout le monde, mais quand tu as monté une marque de produits, que tu as fait de l'import, etc., ça m'a rappelé des souvenirs. Et est-ce que tu as une idée de boîte pour moi ? J'ai plein d'idées de boîte pour toi. Quelle bonne nouvelle. Tu veux qu'on monte une boîte ? J'ai pas une idée de boîte, mais j'ai des secteurs qui me touchent plus que d'autres aujourd'hui. Que ce soit le bien-être, à la fois dans la santé mentale, tout ce qui est boîte de coaching et de thérapie, je trouve ça passionnant. Mais surtout, aujourd'hui, je trouve qu'on a une chance
quand on lance une entreprise ou un incubateur ou whatever aujourd'hui, c'est qu'on a une énorme vague là qui est en train de déferler, en tout cas sur l'Europe. J'ai l'impression qu'elle est énorme, mais je suis peut-être dans mon microcosme, qui est sur le sustainable. Et le sustainable, c'est plus une mode, c'est même un modèle économique. Ton client veut du sustainable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être du qualitatif. On va arrêter de vendre de la merde. On va faire des choses bien. On va faire du durable. On va faire du circulaire. Et là, j'ai vu récemment sur un modèle, tu veux une idée, sur un modèle que je trouve passionnant. J'ai vu 2 boîtes. Je sais pas si elles l'ont vraiment craqué encore. C'est tout ce qui est livraison au retail de produits dans du packaging réutilisable. Et pas recyclable, mais réutilisable. La semaine dernière, j'ai 3 personnes au moins qui se sont plaintes de vider 2 poubelles entières par semaine de packaging, quoi. Notre génération et la génération d'avant, on a vécu dans une société qui a découvert la consommation. On s'est mis à consommer comme des malades et à consommer n'importe quoi parce qu'on le pouvait. Et il n'y a pas besoin de réinventer grand-chose, il faut revenir au basique. Et enfin, pour terminer cette interview, et on enchaînera là-dessus, quelle est ta chanson préférée? Tu peux nous mettre Where is my mind des Pixies. Super, j'adore cette chanson en plus, donc j'espère qu'elle plaira aux auditeurs. Merci beaucoup Julien. Merci.